Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Le virus circule moins vite, mais la pression sur les hôpitaux reste élevée, tout particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Pour le ministre de la Santé, le déconfinement n'est pas d'actualité. Le récit glaçant de Jonathan Daval, il décrit l'engrenage de la violence qui a conduit au décès d'Alexia il y a 3 ans. Il reconnaît avoir voulu lui donner la mort ce soir-là. Enquête sur ces commerçants qui contournent le confinement, coiffeurs, esthéticiennes, agents immobiliers. Ils se mettent dans l'illégalité pour continuer de travailler. Une question de survie, disent-ils. Les bienfaits insoupçonnés du venin d'abeille. Il aurait des vertus pour l'arthrose et bien d'autres maladies. Il serait même prometteur pour le traitement du cancer. L'épidémie continue de reculer, mais ce n'est vraiment pas le moment de se relâcher. Tout se joue maintenant, affirme Olivier Véran. Nous sommes ce soir face à une situation contrastée, un virus qui se propage moins vite, mais des services hospitaliers sous tension très forte dans certaines régions. Bernard Apparis et Thierry Godard. Il est urgent d'attendre avant d'annoncer des mesures de déconfinement. Pourtant, l'horizon se dégage, la circulation du virus diminue nettement. Le taux d'incidence nationale pour 100 000 habitants est passé à 248, soit moitié moins que fin octobre. Nous enregistrons chaque jour moins de nouveaux diagnostics que le jour équivalent de la semaine précédente. Mais la pression sanitaire reste extrêmement élevée dans notre pays et nos hôpitaux sont encore en situation de très forte charge en termes de malades. Une pression particulièrement forte dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Ce soir en France, le nombre total de personnes hospitalisées est de 32 345, dont 4 653 en réanimation. Dans les EHPAD, la vigilance est de mise. Les personnels seront désormais testés chaque semaine. Pour amorcer cette dynamique, l'État livre 1,6 million de tests antigéniques aux EHPAD qui s'approvisionneront ensuite eux-mêmes. Si la deuxième vague semble ralentir, les dégâts sur la santé mentale inquiètent. Confinement, crise économique, sociale, la déprime menace le pays. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs. Pour faire face, le ministre a annoncé le renforcement des cellules d'écoute et d'aide psychologique. L'épidémie commence à reculer, mais les hôpitaux restent donc sous tension. Aujourd'hui encore, on a assisté à de nouveaux transferts de patients entre régions. Le CHU de Besançon a dû envoyer par hélicoptère, vous le voyez, 3 malades vers plusieurs hôpitaux d'Alsace. Il s'agit de libérer des lits en soins intensifs. Cette tension se ressent aussi à l'hôpital d'Orléans. Certes, il y a un peu moins d'admissions aux urgences, mais rien n'est gagné. Quasiment tous les lits en réanimation sont occupés et la situation est encore bien fragile. Les équipes nous ont permis de les suivre. Une immersion signée Maya Larguette, Alexis Fischer. Pour cette équipe de réanimation de l'hôpital d'Orléans, il y a urgence. L'état de santé d'un des patients âgé de 76 ans s'est subitement dégradé. Il n'est plus capable de respirer seul. On a un tube du coup ? Intubé, pas un jour sans faire ce geste. C'est notre quotidien, oui, tout à fait. C'est l'évolution, c'est assez caractéristique du coronavirus. C'est des saturations, cette instabilité très rapide. L'infirmière annonce au patient qu'il va devoir être endormi durant plusieurs jours. On a combien de jours ? Ah, je sais pas. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Pour le personnel de réanimation, ce n'est pas encore le bout du tunnel. On sait que dans les unités au-dessus, on a entre guillemets un réservoir de patients qui est conséquent. Donc tous ces patients-là qui viennent d'entrer ou qui continuent d'entrer, on sait que c'est nos patients potentiels des semaines à venir. Justement, une septuagénaire arrive, en manque d'oxygène. Elle est envoyée par le service des maladies infectieuses. Sur les 38 lits de réanimation, il n'en reste désormais plus que 3 de disponibles. Quand bien même le pic serait passé, même sur la descente du pic, il y a encore des gens qui s'infectent, encore des gens qui s'aggravent et encore des gens qui sont admis en réanimation pour des formes graves. Au total, l'hôpital d'Orléans accueille près de 140 patients atteints du Covid. Au service pneumologie, la moitié des 24 patients nécessitent une surveillance continue.
Mais depuis une semaine, les prises en charge sont un peu moins nombreuses. Alors, le chef de service se prend à espérer. On espère qu'on est sur une phase de stabilisation, que ça se confirme sur plusieurs jours et qu'après cette phase de stabilisation, on ait une baisse progressive des patients. Mais l'éventuel assouplissement des mesures et surtout les fêtes de fin d'année à venir inquiètent déjà. Je pense que tout le monde va, entre guillemets, baisser la garde, va peut-être plus respecter les gestes barrières et je pense que du coup, ça va recréer en fait cette troisième vague, à mon avis. La note d'espoir vient du côté des urgences. Depuis le début de la semaine, le nombre d'admissions semble diminuer. Hier, seuls 3 patients atteints de Covid ont été admis. C'est plutôt une bonne nouvelle là actuellement, vu ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, où toute la salle ici était pleine et l'aile dédiée au Covid qui était remplie. Mais vu ce qui s'est passé au cours des derniers mois, au cours du premier pic, on reste très très méfiant et c'est vraiment au jour le jour. Même si la situation semble donc s'améliorer, personne ici ne dort encore sur ses 2 oreilles. Voilà donc pour cette immersion à Orléans. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Il y a des disparités entre les régions. Pourquoi ? Oui, il y a des disparités. On voit que ça circule de façon très différente. Par exemple, en Île-de-France, on est passé en dessous de 1 pour le taux de reproduction. Ça veut dire que l'épidémie ralentit. Mais pour toutes les autres régions, on est à 0,9, 1. Donc on voit que l'épidémie ralentit, mais c'est très fragile, voire ne ralentit pas dans certaines régions. Je pense en particulier aux régions qu'a citées le ministre, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Et bien là, on voit, si on regarde l'incidence, qu'on a encore des taux d'incidence très élevés. Souvenez-vous, quand on parlait de couvre-feu, on disait si ça passe au-dessus de 250, c'est couvre-feu. Et bien aujourd'hui, on a des régions comme Bourgogne-Franche-Comté qui sont à 400 ou Auvergne-Rhône-Alpes qui sont à 500. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de monde. Ouais, il y a encore des disparités entre les hôpitaux et les régions. Oui, exactement. On a la même chose pour les hôpitaux. On s'aperçoit que paradoxalement, ou pas d'ailleurs, les régions qui avaient été frappées durement la première fois, qui étaient montées très haut, comme le Grand Est ou l'Île-de-France, eh bien, ont une deuxième vague plus basse, alors que les régions qui avaient une première vague plus basse, je pense aux Hauts-de-France, à la région PACA par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, ont une deuxième vague qui est beaucoup plus sévère. Merci beaucoup, Damien. Alors que la majorité des catholiques réclament le retour des messes en public, l'Église est embarrassée par un rassemblement de fidèles pour le moins imprudent. Fin octobre, 180 personnes se sont retrouvées au sanctuaire de la chapelle Montligeon dans l'Orne pour 3 jours de retraite spirituelle. Ce n'était pas illégal, mais la démarche peut paraître légère dans cette période de forte circulation du virus. Les autorités sanitaires ont recensé 35 cas positifs. Lionel Feuerstein, Loïc Gazard, Guillaume Le Gouec. Depuis le 30 octobre, jour du confinement, les cérémonies dans la basilique de Montligeon se font à huis clos. Mais quelques jours plus tôt, le sanctuaire accueillait encore 180 fidèles, hébergés dans ce bâtiment pour une retraite spirituelle de 3 jours qui a mal tourné. 35 personnes ont attrapé le Covid et une est décédée depuis. L'un des participants ne s'explique pas cette contamination et pourtant, il est médecin. Il n'y a eu aucun contact manuel ni physique. On est resté toujours à distance les uns des autres. Pour les organisateurs, tout a été fait dans les règles, affirme-t-il dans un communiqué. Le sanctuaire a bien respecté le cadre légal en vigueur à l'époque. Avant le confinement, les fidèles catholiques étaient libres de se réunir dans un cadre privé sans se signaler aux autorités. Seuls les rassemblements de plus de 1500 personnes devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture. L'Agence régionale de santé estime pourtant que des risques ont été pris. Chacun, dans cette période, prend ses responsabilités. Je pense que le bon sens aurait pu faire que ce rassemblement ait pu être reporté. Ce foyer de contamination est aujourd'hui terminé, estime l'ARS. Au moins 4 fidèles sont toujours hospitalisés. Au 4e jour du procès de Jonathan Daval, le récit glaçant de la nuit du 27 octobre 2017. Olivier Feignet, bonsoir, vous avez assisté à cette audience. Jonathan Daval reconnaît pour la première fois qu'il a bien voulu donner la mort à sa femme cette nuit-là. Oui, silence absolu dans la salle d'audience alors que Jonathan Daval est entendu à la barre, la voix tremblante, frêle. Il va reprendre sa version d'une dispute qui a mal tourné avec Alexia. Je lui ai porté la tête plusieurs fois contre le mur avant de lui asséner des coups violents. Je l'ai étranglée pour qu'elle se taise. Oui, j'ai voulu la tuer.
Il éclate en sanglots quand il évoque la suite macabre, quand il a traîné le corps au petit matin dans le bois voisin avant de le brûler. C'est dégueulasse, commente-t-il. Jonathan Daval parle plus fluidement que la veille, mais il écarte par son récit tout acte prémédité aux grandes dames des parents d'Alexia qui voient en lui un manipulateur. D'autres témoins doivent être entendus demain, mais c'est un moment clé de ce procès auquel nous venons d'assister cet après-midi. Merci beaucoup, Olivier. En pleine polémique autour de la proposition de loi sur la sécurité globale, l'un de nos confrères journalistes de France 3 Île-de-France a été arrêté mardi soir alors qu'il filmait les violences en marge d'une manifestation de contestation. Tanguy Kermarek a été placé en garde à vue avant d'être libéré le lendemain à la mi-journée. Il s'est vu infliger un rappel à la loi. La direction de France Télévisions condamne une atteinte aux droits de la presse. On saura sans doute demain si le Black Friday est reporté. Une réunion aura lieu à Bercy. Globalement, la grande distribution, notamment Carrefour, Leclerc, est d'accord sur le principe d'un report si cela permet de favoriser la réouverture des petits magasins plus rapidement. On attend toujours ce soir la position d'Amazon. Et en attendant une potentielle ouverture prochaine, certains commerçants contournent les règles du confinement. Coiffeurs, esthéticiennes, agents immobiliers, certains estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix pour survivre que de se mettre dans l'illégalité. C'est une enquête signée ce soir Dorothée Lachaud et Mathias Barrois. Pendant le confinement, faire visiter un appartement est strictement interdit. Mais certains professionnels prennent des libertés avec la loi. C'est la porte en face des escaliers. Ah, vous avez fait la visite? Dans l'immeuble, cet agent immobilier organise des visites illégales. Nous filmons en caméra discrète. Un séjour, avec cheminée, une moulure, un super balcon traversant. Allez-y. En 1h30, 8 particuliers se succèdent dans ce 2 pièces. L'agent assume d'enfreindre la loi sans craindre de sanctions. Moi, je m'autorise à le faire parce que il faut bien faire le boulot. On n'a pas le choix. On a déjà été confinés pendant 2 mois. Les propriétaires, ils ont besoin de louer aussi. Il y a des gens qui se sont engagés sur des crédits. Les crédits tournent. Les appartements sont libres. Je me dis, s'ils me contrôlent, je dirais que le gardien m'a appelé. Il y a une fuite dans l'appart. Il faut que j'aille ouvrir. Et jamais été contrôlé. Jamais été contrôlé. Agent immobilier, mais aussi masseur ou coiffeur. Sur Internet, les annonces de prestations à domicile illégales se comptent par centaines. Nous recevons nos clients dans notre petit studio. N'hésitez pas à me contacter, même en période de confinement. Nous appelons une esthéticienne. Elle avance son besoin d'argent. Je reçois mon domicile. Il faut bien manger à la fin du mois, donc c'est pour ça que je continue quand même à faire les prestations, parce que la Terre ne va pas arrêter de tourner non plus à cause du virus. Quant au risque sanitaire pour ses clients ou elle-même, cette autre coiffeuse dit ne pas avoir le choix. On fait comme on peut et après quand on sort, on essaie de se protéger au maximum. Même s'il y a le Covid, en fait, on a besoin d'argent en fait pour vivre. Les contrevenants risquent 135 € d'amende s'ils sont pris sur le fait et jusqu'à 3 750 € d'amende et 6 mois de prison ferme en cas de récidive. Le droit au travail des personnes handicapées, le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population. À l'occasion de la semaine du handicap, nous avons choisi de vous montrer que l'insertion dans le monde de l'entreprise est tout à fait possible. Voici 2 illustrations, Florence Mathieu, Soigny, Thiebaud. Ils ont un handicap mental, une autre façon d'appréhender le monde. Ils revendiquent leur droit au travail. Farkassi Davo et Isabelle Bonnard. Très important pour moi de travailler, oui. Le travail, c'est pour tout le monde. J'ai du retard par rapport à une personne normale. Ça ne m'a pas empêché de progresser dans ce que je fais aujourd'hui. Depuis 15 ans, Isabelle est employée dans ce que l'on appelle une structure protégée pour adultes handicapés. À l'atelier de sérigraphie, elle réalise des objets publicitaires à la demande d'entreprises extérieures. Tu le mets. Il va se fermer. Voilà. Je me sens bien et je me sens utile aussi. Si je ne travaille pas, je reste chez moi et je m'ennuie toute la journée à rien faire. Elle travaille 35 heures par semaine et perçoit un peu moins de 1 000 € qui s'ajoutent à son allocation d'adulte handicapé. Voilà.
Ça me rend plus libre et comme ça, je peux acheter des cadeaux pour ma famille et tout. Et faire plaisir aux gens que j'aime. Trouver un emploi n'a pas été simple pour tous. Carlos Pérez a connu le chômage. Il a essuyé beaucoup de refus de la part des employeurs. Je me sentais un petit peu rejeté par les entreprises. Voilà, j'ai un handicap, je fais des petits. Ah, le patron va regarder. Ah, non. Au lieu de nous dire, on peut peut-être vous donner une chance. À 23 ans, Farkassi Davo, lui, a eu cette chance. Intégrer une entreprise classique, il travaille dans la restauration. C'était dur au début, mais après je me suis adapté petit à petit. Avec le temps, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Ce qu'il voulait, c'est passer inaperçu au milieu des autres, faire la cuisine et progresser. Pari réussi. La différence, on ne la voit pas quand vous les voyez ou bien vous voyez les autres cuisiniers. Vous ne voyez pas une différence quelconque. Farkassi Davo est de plus en plus précis dans son travail. Sa différence, il l'oublie un peu plus chaque jour. Le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Soucieux de leur pouvoir d'achat en cette période d'incertitude, les Français se tournent de plus en plus vers les voitures d'occasion. C'est un phénomène très marqué qui se confirme au fil des mois. Depuis le printemps, les ventes sont 5 fois plus importantes que celles des véhicules neufs. Maëlys Septembre, Olivier Poncelet, Benjamin Poulain. Voilà votre nouvelle voiture, elle vous plaît ? Même en plein confinement, cet acheteur peut enfin récupérer sa voiture d'occasion. Là, sur la partie navigation, vous avez le GPS. Il l'a acheté sur Internet. Les 14 000 km au compteur ne l'ont pas dissuadé, car son prix est très attractif, 17 000 €. On fait une belle économie quand même, 4-5 000 € d'économie entre un véhicule neuf et le véhicule d'occasion. Le prix, principal argument de vente. En moyenne, une voiture d'occasion coûte 16 000 €, 27 000 € pour les véhicules neufs, qui pâtissent en plus du malus écologique pour les plus polluants et bientôt les plus lourds. Plus 29% de ventes d'occasion en juin par rapport à l'an dernier, plus 11% en octobre, des hausses qui se confirment dans cette agence. Tout ce qui est berline compacte, citadine, ce genre de modèle. Là par exemple on est sur une Golf essence qui est de 2019, qui a 8000 km. Et du coup c'est le genre de modèle qui plaît. L'immense majorité reste des moteurs traditionnels, essence ou diesel, mais le marché s'ouvre de plus en plus vers les voitures électriques d'occasion. Il y a une hausse significative des véhicules d'occasion électriques, dont la croissance est de plus 160% en 2020, alors qu'elle était déjà de plus 55% en 2019. Au total, 5 millions de voitures d'occasion devraient être vendues cette année. En cette période de confinement, sans restaurant ni possibilité de voyager, il nous reste le plaisir de la cuisine à la maison. Bouchers, fromagers, primeurs, de nombreux commerces de bouche ont augmenté leur chiffre d'affaires. Il y a les habitués encore plus fidèles et les nouveaux clients. Victor Frédéric, Fabienne Blévis. Des files d'attente et des boutiques remplies de clients. Pour certains commerces de bouche, le reconfinement est synonyme de bonnes affaires. Comme ça, 700 grammes. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus tendre, ça va. Dans cette boucherie parisienne, depuis 3 semaines, les clients sont plus nombreux. Avec le confinement, les Français sont repassés derrière les fourneaux. Je fais beaucoup plus la cuisine, puisque je ne vais pas du tout au restaurant. Donc j'apprécie de pouvoir trouver des endroits où je vais pouvoir trouver différentes choses. Ici, je viens ponctuellement, parce que c'est pas tout près de chez moi, je suis juste à 1 kilomètre. Plus d'acheteurs et de plus gros paniers. Résultat pour la boutique, un chiffre d'affaires qui bondit du jour au lendemain. Depuis le reconfinement, on a une augmentation de l'ordre de 20-25% d'augmentation de chiffre d'affaires en boutique. Et il n'est pas le seul. Dans cette fromagerie aussi, les ventes sont en hausse de 8% environ. Ici, les clients sont à la recherche de petits plaisirs pour adoucir leur quotidien. Il me manque le cinéma, il me manque le théâtre, il me manque les concerts, les restaurants. Donc j'ai envie d'aller chez les bons commerçants et me faire plaisir. Une aubaine pour le patron, même si selon lui les ventes sont loin d'égaler celles du premier confinement.
Sur le deuxième confinement, les restaurateurs font en effet soit du click and collect ou de l'offre à emporter. Ça joue en effet sur notre activité, mais tant mieux pour les restaurateurs, parce que les restaurateurs sont aussi nos clients. Mais tout dépend des secteurs. Les cavistes et les chocolatiers, par exemple, connaîtraient une baisse d'activité de près de 40% depuis le début du reconfinement. Connaissez-vous les vertus du venin d'abeille? Dans l'Antiquité, Hippocrate en parlait déjà. Vous allez découvrir un reportage étonnant sur les bienfaits de ce liquide incolore, sur l'arthrose ou certaines maladies chroniques. Le venin serait aussi prometteur dans le traitement des cancers. Découvrez ça avec Florence Mathieu et Fabienne Blévis. Soigner l'homme à partir des abeilles. Catherine Ballot-Flurin est une pionnière en la matière. Depuis 40 ans, au cœur des Hautes-Pyrénées, elle écoute le bourdonnement des insectes. Selon le bruit que j'entends, je sais à peu près quelle est la force de la colonie. Chaque jour, elle récolte ce qu'elle appelle l'or des abeilles, leur venin. Les abeilles, quand elles sortent ou quand elles rentrent, elles ressentent un peu de vibrations électromagnétiques émises par cette grille. Et elles émettent à ce moment-là du venin qui se dépose sur le verre que vous voyez là. Ce venin aurait des propriétés anti-inflammatoires, mais il représente surtout un espoir dans le traitement de certains cancers. Dans sa ferme aux abeilles aujourd'hui, Catherine reçoit un acupuncteur à la pratique bien particulière. Lui aussi croit aux vertus du venin. Il va se servir simplement du dard de l'abeille et piquer plusieurs points très légèrement, à peine effleurés, avec le dard de l'abeille. La technique, reconnue dans plusieurs pays européens, ne l'est pas en France. Mais elle aurait eu pourtant sur ce patient qui souffrait d'un mal de dos chronique un effet miraculeux. Il en est à sa deuxième séance. La première fois, c'était dans le bas du dos, avec vraiment des douleurs assez puissantes. Et c'était vraiment spectaculaire parce que la douleur est quasiment partie directement. Certains se livrent aussi à une expérience étonnante dans l'espoir d'un mieux-être général. Enduits de miel, ils attendent que les abeilles viennent déposer sur eux, sans les piquer, un peu de venin. Il y a un peu d'appréhension dès le début, mais dès qu'il y a la première qui arrive sur le corps, la deuxième, la troisième, on oublie toute cette sensation de peur et d'appréhension. Aucune étude scientifique n'a validé cette expérience. À quelques mètres, ce sont des choses plus concrètes qui se jouent. Le venin récolté à la sortie de la ruche a séché. Il se présente maintenant sous la forme de cristaux. La poudre est précieuse. Les laboratoires se la disputent. Ce venin, il est destiné à la recherche. On travaille avec de nombreux chercheurs actuellement en Europe pour mettre au point des traitements d'avenir avec le venin d'abeille. Et il y a déjà des résultats. Grâce aux abeilles, une révolution est peut-être en marche. Des chercheurs australiens viennent de démontrer que leur venin peut agir sur les cancers. L'équipe a identifié une protéine contenue dans le venin, la mélitine. Elle a été injectée dans les cellules de souris malades. En 60 minutes, 100% des cellules cancéreuses ont été éradiquées. Cancérologue reconnu, Maasti Sagachian voit en cette découverte un immense espoir pour le traitement des cancers du sein les plus agressifs, ceux qui résistent aux thérapies classiques. Si on peut avoir une super chimiothérapie, un super produit qui élimine les cellules cancéreuses rapidement, avant que la cellule ait eu le temps de se développer ou de se multiplier, on a une vraie chance de pouvoir éliminer toute la maladie et guérir des femmes. Et ça serait vraiment extraordinaire. Ce traitement, qui s'avérait également efficace sur le cancer du poumon, n'est qu'au stade préliminaire. Il faudra attendre 5 ans pour qu'il soit testé sur l'homme. Préserver les abeilles apparaît aujourd'hui plus fondamental que jamais.
Voilà, c'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi. 21h05, votre soirée cinéma. Et puis, prochain rendez-vous avec l'info, le 23h avec Patricia Loison, Canal 27, bien sûr, sur France Info. Excellente soirée à vous. Je vous dis à lundi. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.